Ouais. Bonjour à tous. Bonjour pour ce rencontre de début d'après-midi consacrée aux SIC et aux collectivités territoriales, bien sûr. On a la chance d'avoir trois intervenants qui vont être à mes côtés. Alors moi, je travaille à la Confédération générale des SCOP et des SIC. Je suis chargée de l'animation de la vie coopérative et des SIC. Et donc j'ai le plaisir d'avoir trois intervenants qui vont être très complémentaires, hein, je pense, sur cette découverte peut-être pour vous, ou un approfondissement sur des relations SIC et collectivités locales. Donc Benjamin Guéropinet, qui est chargé de mission et juriste au réseau RTES, et qui présentera, je pense, le réseau. Emmanuel Delmotte, qui est maire de Châteauneuf-Grasse et aussi vice-président de l'AGLO. Et puis Mathieu Jacot, qui est directeur général de Mobicop, qui est une SIC. Donc voilà, un spécialiste du conseil et de l'accompagnement juridique, un élu très investi dans au moins une SIC, peut-être bientôt deux, plus ou plusieurs, et puis un dirigeant de SIC pour nous permettre de comprendre quelles sont les relations qui se construisent quand on est dans une SIC, et pourquoi en particulier les collectivités font le choix de la SIC pour accompagner des projets de développement territoriaux. Hein, je fais vite. Voilà. Donc Benjamin, peut-être d'abord nous éclairer sur qu'est-ce que c'est que cet objet, ce format, et en quoi est-il différent aussi d'autres modèles qui, bien sûr, sont aussi présents dans les collectivités territoriales pour accompagner un certain nombre de projets, en particulier des projets d'innovation qui sont plutôt ceux des SIC. Alors je vais répondre sous ma casquette RTS, parce qu'il se trouve que j'ai une autre casquette qui n'est pas inintéressante. Je suis également conseiller municipal délégué à l'ESS d'une ville dont le maire est lui-même gérant d'une SIC. Donc pour dire que le sujet progresse. Et du coup, je ferme cette petite parenthèse. Le RTES, donc le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, c'est un réseau national, métropolitain et outre-mer, de collectivités, donc près de 200 collectivités, qui a une spécificité d'être donc pas comme l'AMF, un réseau de communes ou etc., qui rassemble des communes, des intercos, des départements et des régions, sur du coup une thématique commune qui est l'économie sociale et solidaire. Donc des élus, des collectivités qui sont convaincus que l'économie sociale et solidaire est un outil pour répondre à leurs problématiques sociales, est un outil de mobilisation, et qui du coup travaillent à porter cette économie-là et à valoriser les initiatives de l'ESS au service des collectivités. Alors le réseau a 20 ans et les SIC ont 20 ans, et c'est pas un hasard. Je pense qu'il y a une dynamique qui est née il y a 2 décennies. Et les SIC, c'est intéressant parce que c'est un peu à mi-chemin entre la forme associative, pour ce qui concerne les collectivités, et des entreprises publiques locales, SEM, etc. Dans le sens où la forme associative va pouvoir aisément associer des dynamiques citoyennes et potentiellement la collectivité, tandis que la SEM va associer plus facilement la collectivité à des partenaires privés, financeurs, banques coopératives territoriales, etc. Et ben, l'idée, c'est que la SIC, ce soit un peu l'entre-deux. C'est un véhicule dans lequel, d'une part, on a un espèce de privilège juridique, au sens où la collectivité, quel que soit son niveau, commune, interco, département, région, peut y prendre part, alors que selon le Code général des collectivités territoriales, c'est normalement impossible. Donc on est sur une dérogation légale, donc on a un avantage, mais du coup, elle peut y rencontrer dans cette SIC les citoyens, les dynamiques citoyennes qu'elle pouvait rencontrer dans une association, avec une certaine flexibilité, mais également le tissu économique, entrepreneurial, d'accompagnement qu'elle peut plus facilement, et des outils comme la Banque des territoires, des banques locales, qu'elle peut plus facilement rencontrer sinon dans des SEM. Et donc la SIC, elle va permettre d'aller sur des besoins sociaux, transition environnementale, culturelle, mobilité, etc., numérique, mais du coup en associant d'une part les habitants, qui sont quand même au cœur de la réponse et qu'on cherche à adresser, et d'autre part les apporteurs de solutions, de financement, etc. Je ne dis pas plus parce que... Ben, merci déjà pour ce cadrage. On prendra un petit temps de questions aussi à la fin de vos présentations. Vous permettre, voilà, si vous avez des demandes de précision, des éclaircissements. Alors aujourd'hui en France, il y a à peu près 1360 SIC. Et comme le disait Benjamin,
un développement qui existe depuis 20 ans, puisqu'elles existent depuis 20 ans, mais qui s'est accéléré depuis une dizaine d'années, hein, et avec une diversification aussi des projets de SIC. Et donc, les ferrages de Châteauneuf, c'est un exemple de SIC dont vous allez pouvoir nous présenter, Emmanuel Delmotte, nous dire comment il est né et à quoi justement, comme disait Benjamin, ça répond à des besoins de territoire et en associant les partenaires de proximité. Pourquoi cette forme ? Oui, bonjour à tous. Donc, l'objectif d'une commune, c'est de réaliser des projets. Et pour réaliser des projets, généralement, il faut des financeurs, mais il faut des personnels et il faut des acteurs. Donc, on a cherché, dans le cadre du projet de territoire, on avait 2 axes, un projet énergétique et un projet alimentaire. Dans le cadre du projet de territoire, il nous fallait un outil qui nous permette de porter ces politiques publiques sans surcharger les charges de personnel, sans permettre aussi une dynamique d'animation de territoire, donc des collèges avec des participants, avec des acteurs. Et ce qui était important pour nous, l'équipe municipale, c'est sans avoir le sentiment que c'était un outil mairie. Donc on a cherché les formes syndicales, SEM, autres. Et on est partenaire d'une SCOP Mosagri qui, pour les espaces tests agricoles, ont été déjà en activité avec les SCOP. Donc, et on a monté ce projet de société coopérative d'intérêt collectif qui a d'abord comme objectif le portage du projet alimentaire. 3 actions. On a des exploitations agricoles de la commune qui étaient en régie, on les a données à la SCIC et elle gère les exploitations agricoles avec ses maraîchers, avec des salariés. On a ouvert un marché paysan qui regroupe 49 producteurs et elle gère le magasin paysan et les producteurs. Et elle anime le territoire, ça veut dire l'animation du territoire, c'est les jardins partagés de la commune, c'est les séminaires sur le zéro plastique, le zéro déchet. Il y a 4 conférences par an sur les perturbateurs endocriniens, tout ça. Donc cette animation, elle s'en occupe. Plus, par exemple, la semaine dernière, on a récolté les olives, parce qu'on a la chance d'avoir des oliviers. On a récolté les olives avec une animation de territoire. C'est les citoyens adhérents de la SCIC qui ramassent les olives et qui ont en retour, on fait le miel, on fait les olives, on fait le maraîchage comme ça. Donc voilà, le portage est arrivé à avoir un équilibre financier, c'est-à-dire que la SCIC doit gagner de l'argent. Donc ce qui est intéressant pour un maire, au sens, alors c'est pas l'économie sociale et solidaire, hein, il n'y a pas des beaux mots des fois, c'est pas de charger mon chapitre 62 avec mes personnels et j'ai pas des fonctionnaires dans ce dispositif-là. Donc en gros, il y a un développement. À l'heure actuelle, la société coopérative, c'est un peu plus d'1,5 million de chiffre d'affaires et il y a une dizaine d'emplois. Et ça a commencé en 2017. Apport de la commune à la base 30 000 euros. Donc je ne peux pas faire mieux en matière de fonds publics. Voilà l'idée. Et peut-être juste préciser, pour qu'on voit un peu la manière dont vous animez aussi la place des différentes parties prenantes. Donc il y a, sans rentrer dans le détail, des collèges, des catégories, etc., parce que ça c'est peut-être un petit peu plus complexe, mais comment vous avez identifié les parties prenantes de la SCIC ? Alors, la SCIC, dans le formalisme, a des collèges d'acteurs. Globalement, vous avez des collèges de financeurs, vous avez des collèges de partenaires, vous avez des collèges de citoyens, et on a les collèges des producteurs, parce qu'on est autour de l'agriculture, et les salariés. C'est assez simple. Les citoyens, on est une petite ville de 3600 habitants, on va atteindre les 250-300 coopérateurs. Les autres villes sont en train de rentrer et la communauté d'agglomération est rentrée dans la coopérative en nous demandant d'approvisionner ses cantines. À l'heure actuelle, nous, on est une petite commune qui approvisionne nos 600 jours et on a répondu à l'appel d'offres marché public des cantines de la grande ville qui est 6000 repas jour et qui sont apportés par nos productions locales dans un territoire qui n'a pas d'agriculture. Et bien sûr en bio. Donc le collège des citoyens, c'est assez compliqué à animer. Et heureusement que le maire s'en occupe pas. C'est le maire qui fait animation de la vie coopérative. Ouais. Et donc,
Mathieu, Jaco, vous avez représenté Mobicop, alors qui est une coopérative, une SIC aussi, une société coopérative intégrée collective, qui est sur un tout autre secteur que celui de la SCOP, de la SIC Les Ferrages de Châteauneuf, qui est sur le secteur de la mobilité. Donc vous allez peut-être nous en dire 2 mots, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Mobicop. Oui. Votre activité, voilà. Oui. Bah, c'est une histoire qui remonte à 2008 avec au départ une association, puis une transformation en coopérative d'intérêt collectif en 2018. Et donc notre activité, elle tourne autour des mobilités partagées. Pour faire simple, c'est 3 solutions avec l'accompagnement des territoires sur la question du covoiturage, de l'autostop et de ce qu'on appelle le transport solidaire. C'est des réseaux de bénévoles qui aident à transporter ceux qui sont exclus de la mobilité. Voilà nos 3 activités autour de cette belle coopérative. Et vous, donc le sociétariat, on a compris dans l'exemple précédent que voilà, il y avait un sociétariat assez multiple, très ancré sur un territoire de proximité. Et vous, on imagine que, étant une SIC nationale, ça se construit différemment? Oui, ça part des usagers en fait, de nos services de covoiturage. L'idée était de dire qu'ils pouvaient participer au développement de l'entreprise. Donc les usagers sont devenus sociétaires. Mais dans le modèle économique de ce que l'on essayait de développer, on a vu aussi que les mobilités ne sont pas forcément un marché pérenne sans financement public. Donc c'est le cas de tous les transports. Vous savez que globalement, les citoyens ne participent qu'à 20% des coûts du transport de manière générale. Et en covoiturage, c'est pareil. On n'a pas une participation suffisante des usagers pour couvrir tous les frais liés au développement des services. Et donc, petit à petit, il a fallu aussi aller chercher d'autres acteurs pour le financement et puis pour travailler aussi intelligemment dans les territoires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter uniquement d'un covoiturage grande distance pour faire du Paris-Roubaix, par exemple. D'ailleurs, en plus, il y a souvent du train. Donc l'enjeu, ce n'était pas forcément de développer ce type de covoiturage-là, mais de développer des mobilités de proximité et donc avec les territoires qui ont la compétence pour développer ces services et ces solutions alternatives et complémentaires au transport en commun. Et donc c'était logique qu'on se tourne aussi vers les collectivités locales pour qu'elles participent à notre gouvernance et qu'on soit au service de l'intérêt général. Et on a besoin les uns des autres, à la fois de faire masse pour rendre des services, donc des citoyens, mais aussi des collectivités locales et d'autres partenaires. Quelles collectivités territoriales sont aujourd'hui associées de la SIC ? Alors, il y a des collectivités de Bretagne qui sont représentées via un syndicat mixte qui rajoute une couche, mais en gros, il y a quelques grosses collectivités de Bretagne, Nantes, Rennes, la région, etc. Et puis, j'ai dit Nantes et Bretagne, oui. Je vais peut-être faire une bêtise, je me rends compte. Il y a quelques Bretons dans la salle, c'est un problème. Nantais dans la salle. Et puis, des communes aussi et des comités de communes. Qui intervient en tant que collectivité. Après, nous avons aussi des associations, d'autres entreprises qui sont sociétaires, qui sont des partenaires, des mutuelles, comme la Massif, par exemple, et d'autres qui participent au sociétariat de Mobicop. Peut-être Benjamin, pour avoir un regard un peu plus panoramique, qu'est-ce qui aujourd'hui, dans les SIC que vous croisez, et puis à partir aussi des exemples qu'on a, permet de dire que la SIC est un outil, on va dire, efficient, voire performant, pour ce qui est de répondre à des besoins de territoire, plutôt dans l'innovation. Est-ce que ça, c'est le fait aussi qu'il y ait la place des collectivités, est-ce que ça amène quelque chose de différent dans la réponse aux enjeux aujourd'hui? On a bien vu qu'on était plutôt sur des enjeux de transition dans les exemples. Alors, peut-être je reviendrai sur un propos qui fera écho, puis je vais essayer de répondre sur l'innovation. Mais un intérêt aussi de la forme SIC, c'est un outil de coopération territoriale. Et c'est quand tu évoquais l'interco, le syndicat mixte, etc. Un des attraits aussi de la SIC, ça permet, parce que évidemment on se plaint toujours de cette superposition de collectivités territoriales, mais elles sont toutes utiles à travers leurs différentes compétences. Et c'est vrai que la SIC, elle permet d'apporter de la transversalité, d'adresser à travers un projet commun les différentes compétences. Je vais prendre quelques exemples, mais sur le territoire qui est le mien, au niveau de Plaine Commune, on a plusieurs exemples de SIC dans lesquels on va retrouver la ville, l'intercommunalité, le département,
à travers chacune des compétences diverses, mais que va adresser une même entreprise, parce qu'elle va faire effectivement un peu de transition environnementale sur des cœurs de métier, mais elle va faire aussi de la participation citoyenne. Ça a été dit, je pense que l'exemple est quand même assez évocateur. L'exemple d'une SIC avec 200 habitants sur 3000, j'avais jamais entendu ça, et je pense que c'est un exemple qui est très fort et qui nous éclaire beaucoup quand on peine sur la participation citoyenne. Et la thématique globale de l'AMF, le désarroi des maires, la participation fait écho à ça. Est-ce que la SIC, c'est un bon outil d'innovation? Je dirais que l'innovation, c'est neuf. Et du coup, on n'a peut-être pas encore des années de recul pour apprécier si c'est l'outil le plus adapté. Moi, ce que je vois quand même, c'est que pour des outils de plateforme sur des besoins nouveaux, de mobilité, que ce soit Mobicop, mais également Cities qui fait de l'autopartage, et ben, on voit quand même que c'est des sites qui ont près de 10 ans maintenant, voire plus, qui tournent, qui se développent, alors même que, en lisant les échos hier, je voyais que ça se casse la gueule dans les startups de la mobilité. Ce n'est pas le cas à ma connaissance. Ça ne veut pas dire que les temps sont faciles, mais ce n'est pas le cas des SIC qu'on a cités. Je pourrais citer également des SIC en Rhône-Alpes qui portent des territoires d'innovation de la Startup Nation. Donc, comme quoi, on peut les retrouver dans des endroits assez éloignés. Et en fait, les SIC, c'est un outil d'innovation sociale. C'est-à-dire que comme justement, c'est un outil nouveau, eh ben, on peut faire avec des choses nouvelles qui ne sont pas en prise de doctrine, d'habitude, etc. Et donc, on voit quand même les SIC utilisés pour des choses nouvelles. Moi, encore sur mon territoire, on va monter un truc un peu, un ersatz, une monnaie locale articulée avec des éco-gestes, etc. Et ben, on ne sait pas dans quoi mettre ça. On va mettre ça dans une SIC parce que c'est ce qu'il y a de plus multipartite. Et c'est ce qu'il y a de plus adapté finalement aux différentes activités et à l'hybridation des modèles. Donc c'est ce que je peux répondre là. Et on voit beaucoup de SIC sur des objets un peu nouveaux. La dynamique tiers-lieu, ça se fait beaucoup en SIC. Là, on a un sujet foncier avec le ZAN qui inquiète nos collectivités, où on voit que c'est des SIC vers lesquels des collectivités se tournent pour structurer des outils, des foncières en fait, qui sont partagées entre la collectivité et les acteurs de la collectivité, souvent ESS, mais pas que, pour acquérir des lieux, les faire vivre, etc. Là où la pression foncière peut être compliquée. Et donc on voit aussi, et ça c'est une innovation forte qui énergise nos territoires, au niveau des tiers-lieux, on apprend un tiers des tiers-lieux, je crois, qui sont structurés en SIC. Et beaucoup de tiers-lieux autour de l'innovation numérique. Donc je pense que ça répond un peu à ta question. Pour la SIC de Châteauneuf-Grasse, on a bien compris qu'il y avait la forte nécessité de mobiliser des acteurs variés qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble. Et vous l'avez dit, il y a une ou deux ou plusieurs, peut-être bientôt, collectivités qui vont rejoindre la SIC, qui n'étaient pas dedans. Pourquoi est-ce qu'elles viennent? Et puis pourquoi est-ce qu'au début, elles n'étaient peut-être pas présentes? Ou est-ce qu'il y a une difficulté à convaincre certaines collectivités territoriales à participer, à s'associer, à prendre des parts, à être présents? Alors, je répondrai différemment. Moi, je pense que le projet initial n'avait pas besoin de cette envergure-là et des autres. Il faut être conscient qu'une des limites de la SCIC, c'est que le financement public ne peut pas dépasser 49%, 50%. Hein. Donc, si tout le monde vient et met des billes, vous n'avez pas assez de vente de légumes de l'autre côté, quoi, en gros. Et je résume, mais c'est un projet qui doit se construire à l'échelle du territoire et de l'évolution. Et c'est bien parce que vous stabilisez, vous consolidez les bases. C'est construire pierre par pierre. Après, quand votre modèle réussit, les autres viennent vous voir et disent « il faut que tu me livres la cantine ». Moi aussi, je vais être 100% bio, 3 carottes, il faut que tu me livres tes légumes. Et il y a une forme d'émergence, j'allais dire, du projet qui va toucher d'autres territoires. Mais nous, on est en limite là, parce qu'on a dit maintenant, montez vos propres SCIC. On va vous aider. On est là pour essaimer, on n'est pas là pour faire une coopérative multinationale. Moi, je voyais un deuxième intérêt tout à l'heure quand vous répondiez à la SCIC. Nous, la commune de Châteauneuf, c'est 14 nationalités, plutôt d'un niveau social élevé. Et les dons, l'appel aux dons, la générosité, ça existe, chez les anglo-saxons notamment, mais ils ne donnent pas une association.
eux, ils donnent, ils défiscalisent, et charity business is business. La forme sociétaire les rassure. À chaque fois qu'on a fait un appel à un financement participatif, là, on est en train de construire un poulailler bio, on remplit en 1 mois. Voilà. Et la SKIC rassure l'étranger. Fallait le savoir. Je ne le savais pas au début. Hein. C'est un argument on fait rarement appel à cet argument-là. Voilà. Et c'est des découvertes. La coopérative rassure la banque, l'investisseur. Quand ils vont chercher des crédits, quand ils vont chercher des emprunts pour augmenter le supermarché, construire plus grand. Parce qu'ils sont passés d'un petit magasin paysan de 50 mètres carrés, il fait 140 mètres carrés. Ils ont acheté un camion. Ouais, ça rassure les financiers. Et c'est pas le fait. Alors il y a un peu le fait qu'il y ait des collectivités derrière, mais c'est le chiffre d'affaires, c'est l'évolution du chiffre d'affaires, c'est l'économie. Donc il y a une vision. Elle a une vision de développement possible, mais il ne faut pas tout envisager avec l'outil au départ. Nous, on a un autre. Là, on développe une communauté énergétique. Pour l'instant, elle rejoindra la SKIC, la portera après. Mais au début, la personne morale organisatrice qui achète l'énergie, qui revend l'électricité, et comme chez nous, c'est gratuit, c'est compliqué. On ne pouvait pas amener des millions d'euros de panneaux photovoltaïques et tout dans une structure qui était encore fragile. Mais elle a vocation à gérer, et ce que je disais, on rêve un jour d'avoir une SKIC qui gère les associations, où toutes les associations soient regroupées en SKIC. Mais ça, c'est dans un futur. Voilà. Alors là, vous avez parlé de votre d'essaimage plutôt, c'est-à-dire de pouvoir permettre à d'autres à côté, dans un territoire proche, de pas de faire de la même chose, mais en tout cas de s'inspirer de ce que vous avez pu faire. À Mobicop, vous avez votre choix de développement, ça se passe comment? Est-ce que c'est une SIC qui est nationale et en même temps, comment elle s'ancre justement sur les territoires? Parce que souvent, la SIC est souvent plutôt un objet de développement territorial, de proximité. C'est comme ça qu'on présente aussi les avantages. Et puis, cet ancrage territorial est fort en général. Là, on peut se dire, un peu étonné, une SIC nationale, ça marche comment? Alors c'est vrai que après il y a des questions aussi de culture. Je pense que nous dans le domaine des transports ou de la mobilité, grosso modo il y a 2 modèles pour faire tourner et exploiter des services. Soit c'est de la régie pure, donc là vous avez une maîtrise complète à 100% par la collectivité, soit une délégation complète avec des gros opérateurs souvent qui peuvent être des entreprises publiques d'ailleurs ou privées complètement. Et quelque part la société coopérative d'intérêt collectif elle est un peu un modèle hybride. Et qui, de mon point de vue, est intéressant parce que justement, et puis il est sans doute source d'innovation potentielle, parce que justement, c'est l'occasion peut-être pour la collectivité d'avoir une forme de souplesse qu'elle n'aura pas avec une régie et une délégation. Donc, il y a une sorte d'intermédiaire qui est intéressant et ça reste une entreprise avec une rentabilité. Et l'enjeu, ce n'est pas non plus d'avoir des dépenses publiques qui soient plus importantes que dans les autres modèles. Mais culturellement, pour nous, c'est compliqué parce que ce modèle de construire avec une coopérative localement un système de transport, en effet, ce n'est pas dans la culture des services de mobilité. Donc là, il y a des opportunités à développer, mais c'est vrai que nous n'arrivons pas dans un territoire en disant, voilà, on est une coopérative et vous allez devenir sociétaire, on va faire les choses ensemble. On essaie d'abord d'être bon dans notre métier et de prouver qu'on arrive à rendre le service de manière efficace et dans l'intérêt général. Et donc, il faut quand même rappeler que la coopérative, elle a quand même un objectif social ou écologique, en tous les cas d'un intérêt général qui est clair et qui est partagé. Et on sait ce que vont devenir les recettes. Donc ça, c'est aussi important. Et donc, c'est dans un second temps qu'éventuellement, la collectivité, elle va aller plus loin parce qu'elle va pouvoir se servir de la coopérative comme un outil pour aller plus loin en termes de services et puis aussi avoir une influence en termes de gouvernance sur les outils dont elles auront besoin demain. Voilà comment nous, on se développe avec les collectivités locales. Tout à l'heure, j'ai oublié de citer, parce qu'on a parlé de toutes les strates, on a aussi le département de l'Hérault, par exemple, qui est sociétaire. Donc ça confirme bien qu'on peut retrouver toutes les strates de collectivités. Merci.
peut-être, parce que le temps passe vite et qu'on a une demi-heure, c'est un créneau d'une demi-heure, on va prendre quelques questions. Et avant de prendre les questions, juste vous dire qu'il y a un peu de documentation, en particulier sur le projet de foncière nourricière, enfin, de Châteauneuf-Grasse, qui est les petits dépliants qui sont disponibles sur les tabourets. Et aussi une belle revue qui s'appelle, moi que j'ai découvert, s'appelle Jour de fête, qui est une revue sur l'alimentation de manière générale, et avec aussi le témoignage de la SIC et d'autres SIC d'ailleurs. On voit qu'elles sont très présentes dans tout ce qui est question d'alimentation. Donc si vous avez une, deux questions, on peut les prendre. Question de demande de précision, d'autres témoignages. C'est pas facile avec l'environnement. Oui ? Je vais vous passer le micro, c'est mieux, sinon on n'entendra pas votre question. Merci, bonjour. Alors, une question concernant le positionnement des SIC par rapport à la commande publique. Est-ce que c'est un statut qui permet de déroger ou en tout cas d'assouplir les conditions d'accès à la commande publique? Est-ce que les collectivités peuvent plus facilement passer en direct, entre guillemets, avec une SIC que classiquement? C'est intéressant parce que c'était une des choix qu'on avait fait au départ, parce que l'objet, c'est pas juriste ce que je vais dire, donc tu corrigeras. Nous, c'était produire les cantines scolaires, donc, et on avait un marché en délégataire. Il est membre de la SCIC, il achète ses légumes à la SCIC, il n'y a pas de marché. Donc c'est un peu contourné des fois, mais l'objectif pour nous, elle était là aussi. C'était, on n'allait pas mettre un outil en place pour être embêté par des normes réglementaires pour pas pouvoir s'en servir. Donc voilà. Alors, pour une réponse plus juridique, la SIC n'a pas de statut particulier vis-à-vis de la commande publique. La commande publique, c'est essentiellement du droit européen qui ne reconnaît même pas les différents statuts, qui ne distingue même pas une société commerciale classique d'une association en droit national. Donc, a fortiori, la SIC, elle n'a pas ce privilège-là. La question se posait d'est-ce que c'est du in-house, mais comme on a quand même des parties privées, a priori non. Après, la réalité, c'est que quand on est sur des petits marchés, comme c'est peut-être le cas là, on peut quand même passer plus facilement de la main, on peut passer plus facilement à l'amiable. Une autre réalité, dans le respect des règles de la commande publique, c'est que lorsque la collectivité elle est membre de la SIC, que d'autres collectivités sont membres de la SIC, que la Caisse des écoles est membre de la SIC, on a cet exemple-là en Ile-de-France avec la COP Île-de-France qui fournit les collectivités. J'allais dire qu'il y a une interconnaissance beaucoup plus forte. Donc, sans abuser, parce que le sourcing est possible dans la commande publique, etc., je pense qu'il est beaucoup plus facile de co-construire, pas le marché, mais le besoin qui conduit au marché, et qui du coup fait que la réponse sera a priori la plus adaptée, celle de la SIC. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres qui concurrencent, qui se candidatent et qui parfois déboîtent la SIC sur un marché alors que c'est la collectivité qui est membre. Ça arrive, il y a des commissions d'appel d'offres, etc. Mais globalement, on voit quand même que ça fonctionne plus facilement. Et c'est marrant parce que j'ai deux types de témoignages qui sont complètement l'inverse. Il y a des collectivités qui se disent, moi, avant d'entrer dans une SIC, il faut que je lui ai passé un marché et ça me donne le droit d'entrer. Et il y a d'autres collectivités qui se disent, moi, parce que j'ai un marché public, je ne peux pas entrer dans la SIC. Les deux sont vrai et faux. En fait, on peut très bien passer un marché public dans une SIC dans laquelle on est membre. C'est exactement les mêmes règles que pour une SEM. C'est tout pareil, parce qu'il y a un acteur privé dedans, donc on respecte les règles, etc. L'élu de la collectivité qui siège dans la SIC, il va s'abstenir de siéger dans la commission d'appel d'offres, mais il y a d'autres élus qui partagent les intentions, etc. Donc on voit que ça se passe quand même de manière assez fluide. Et je vais compléter ce que tu disais sur le financement. Alors, il y a un plafonnement du capital social, effectivement. On peut pas être le capital d'une SIC ne peut pas être composé à plus de 50% de deniers publics, des collectivités publiques. Parce qu'en vrai, ça peut être débordé si on met des entreprises publiques locales, l'État, etc. Mais si on s'en tient aux collectivités publiques. Ce qui fait que moi, par exemple, sur ma ville, on a une SIC dans laquelle on ne met pas des billes parce qu'en fait son capital est tellement faible que ça n'aurait pas de sens d'apporter quelques centaines d'euros pour même le temps qu'on met à rédiger une délib. C'est pas très compliqué, mais quand même. Là, il se trouve qu'on s'apprête à le faire parce qu'elle va faire une levée de fonds et qu'il y a besoin de capitaliser. Donc, comme elle va monter, du coup, nous, on peut mettre de l'argent, ça vaut le coup, mais c'est pas toujours nécessaire. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il existe des SIC qui sont 100% financés par des DSP,
délégation de services publics, des marchés publics, de la subvention, etc. Ça existe, comme il y a des entreprises privées qui sont 100% financées par des marchés publics. Donc ça, la SIC, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et dernièrement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a clarifié le régime des élus locaux en SIC, c'était en mai dernier, pour rassurer le fait qu'en fait, ils sont à peu près dans la même situation que dans une SEM. Et donc, ce qui simplifie aussi la passation des marchés, etc. Une dernière question. Juste préciser aussi qu'il y a à peu près environ 47% des SIC qui ont une collectivité locale dans leur capitale. Voilà. Après, c'est une moyenne, donc il faut regarder, mais ça vous donne quand même un ordre d'idée. Qui ont au moins une, oui, au moins une collectivité locale. Voilà. Ce qui est quand même relativement important. Hein. Une dernière question pour que... Bonjour. Vous nous avez présenté plusieurs thématiques, secteurs d'activité. Est-ce que vous avez d'autres exemples de secteurs d'activité ? On est allé poser la question notamment sur des recompositions de services publics, de délégations qui se re-questionnaient sur la question de l'accueil périscolaire, de la jeunesse, d'autres thématiques. Je voulais savoir ce que vous aviez aussi quels exemples vous aviez à nous donner sur d'autres domaines d'activité. Merci. Alors, on a des SIC culturels. J'étais il y a quelques jours à Marseille, la Friche Belle de Mai, qui est une SIC, un tiers-lieu structurant qui est en SIC. On a des SIC qui font du logement social. On a des SIC qui font des sujets aussi dynamiques que du football. Il y a une dynamique en ce moment des clubs déclassés, de se dire que la SIC, c'est le moyen de mobiliser ce qu'ils font leur essence, donc les supporters, etc. Mais c'est des sujets aussi cool que le football, que le funéraire. On parlait de la Bretagne. En Bretagne, on a un mouvement de beaucoup de SIC donc, qui associe des collectivités, parce que c'est quand même la responsabilité de nos collectivités aussi locales de s'occuper des questions funéraires, de s'associer en SIC, au-delà des supermarchés participatifs, là dernièrement du transport maritime à voile, on a Enercop avec l'énergie solaire. L'idée, c'est que ça touche à peu près tous les sujets et que ça permet finalement aux collectivités de toucher un peu à tous les sujets. Je voulais faire un petit aparté politique. Généralement, quand on voyage un peu dans la France, il y a des pays où il y avait des coopératives et il y a des régions où il n'y avait pas de coopératives, et c'était souvent lié à la couleur politique. Il est très dur dans mon département, qui a une couleur politique où il n'y a pas de coopérative, de créer une coopérative où le département vient maintenant financer et rentre. C'est donc la SCIC est un outil transpartisan qui permet à l'heure actuelle d'avoir une séparation de l'action publique par rapport à vos délais et à vos dates de mandat. La SCIC perdurera après vos actions de mandat si elle est bien construite et si elle a une capacité de vie et donc un résultat économique. Ça, c'est important parce que beaucoup d'élus maintenant savent qu'ils vont s'arrêter un jour et qu'ils ne travaillent pas pour eux, ils travaillent pour le territoire. Merci. Merci, c'est une bonne conclusion. Et ça rejoint les coopératives. Vous disiez, la SIC, elle est pérenne. Elle s'inscrit aussi dans la durée. Et elle continuera après ses fondateurs. Donc voilà. Merci bien. Et donc n'hésitez pas à prendre la documentation qu'on a amenée pour vous. Et voilà. Et s'il y a des questions spécifiques, vous pouvez nous retrouver sur le stand qui est le F36. Voilà, on est là aussi à votre disposition pour répondre à des questions. Et Benjamin aussi du RTE, je pense aussi peut être à votre disposition. Et vous pouvez retrouver aussi Mobicop. Alors Mobicop sur le stand A13 au pavillon 6. Voilà, Mobicop est au pavillon 6 A13. Voilà. Bon après-midi.